Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour le webinaire des Veralia Design Awards. Nous avons la joie d'accueillir Lucille Viau parmi nos intervenants aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, normalement, il y avait une vingtaine d'inscrits, sachant qu'il y avait des personnes qui étaient en école, donc il y a des classes qui seront ouvertes. On va encore attendre 1 ou 2 minutes, 1 minute à peine pour voir ce qu'il y a. Je vois Fabien. Bonjour Fabien. Elle, Lucie, Lodine. Bonjour Lodine. Et ensuite, on pourra lancer. Vous pouvez mettre vos caméras un petit coup si vous voulez, c'est toujours plus agréable. On voit nos têtes, mais vous n'êtes pas obligés. Ce webinaire sera enregistré pour qu'on puisse le mettre à disposition dans la boîte à outils du site internet. Comme ça, vous pourrez revisionner tous les éléments qui seront présentés aujourd'hui. Et comme ça, on pourra mettre à jour ainsi le webinaire, puisque sont encore en ligne les webinaires de l'année dernière. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. En termes de, pour poser vos questions, donc il y aura toute une partie où vous pourrez poser vos questions directement à Lucille, mais vous pourrez également intervenir au cours de ma présentation. N'hésitez pas à lever la main et, ou écrire dans le flux de conversation vos petites questions. En général, j'y réponds au fur et à mesure de l'intervention. Écoutez, il est 12h35, on va commencer. Les retardataires reprendront en route la présentation. Donc, aujourd'hui, l'objectif de cette présentation est de vous donner un maximum d'éléments pour vous faire gagner, en tout cas, les Veralia Design Awards. Donc, je vais passer une partie de ce temps à vous présenter les fondamentaux, le process Verrier en bref, les erreurs à éviter pour gagner. Vous présenter aussi rapidement les leviers d'innovation, comprendre les thématiques de cette année et comment faire la différence face au jury et surtout un grand temps d'échange avec notre marraine qui est présente avec nous puisqu'elle va pouvoir vous donner un maximum d'éléments. Ça fait partie, et on tient à cœur du concours de pouvoir faire intervenir les parrains marraines des éditions. Donc, pour les fondamentaux et le process en bref. Rapidement, en termes de fondamentaux, nous sommes un verrier. Donc déjà, c'est le matériau vert. Qu'est-ce que le verre? Le verre, pour nous, est un matériau permanent. Il est pour nous le packaging le plus durable. Et pourquoi? Pourquoi? C'est le packaging le plus durable pour la santé et la sécurité. Le verre est le seul matériau qui est inerte, imperméable. Il faut savoir que le verre n'interfère pas avec son contenu, donc il n'y a pas de transfert contenu-contenant, contrairement à d'autres matériaux, notamment le plastique ou même la canette ou même le carton. Il n'altère donc pas le goût, il n'altère donc pas l'odeur et ni sa composition. Vous mettez de l'eau ou n'importe quelle autre boisson ou aliment dans un pot ou une bouteille en verre, vous la fermez, vous la ressortez. Il aura exactement la même composition. Il n'y aura pas de molécules intrinsèques du contenu, du contenant qui va se mettre dans le contenu. Et donc, il assure forcément une conservation optimale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le vin reste embouteillé dans des bouteilles en verre pour des vins de garde. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de matériau qui permet tant de conservation.
Pour nous, c'est un packaging durable également pour l'environnement. Il faut savoir que le verre est le seul matériau composé de 100% d'éléments naturels. C'est une bouteille verre. Il ne faut pas, hein, parce que c'est vrai que si on la jette dans la nature, elle ne polluera pas. Ce n'est pas un élément polluant extérieur, c'est quelque chose de naturel. Le verre existe dans la nature. Donc, il est complètement, c'est un minéral, c'est une céramique, donc on le trouve dans la nature, c'est à l'état de sable, à l'état même d'obsidienne, il y a des gisements partout. Et surtout, c'est que c'est un matériau qui est 100% recyclable et à l'infini. Une bouteille redevient un pot, redevient un autre aliment, un autre contenant alimentaire en verre, à partir du moment où la bouteille ou le pot est mis dans une benne verre. C'est un packaging également durable et pour nous qui est très important pour son esthétisme. Il est transparent. Il est vraiment transparent. Il est disponible dans un grand panel de teintes et de formes et il assure également un côté premium au contenu. Donc il a des atouts, on va dire, marketing et esthétique que n'ont pas forcément, les autres matériaux. Alors, certains s'en approchent, hein, on voit de plus en plus, effectivement des plastiques avec le côté, ce qu'on appelle cristal brillant, mais il n'aura jamais ce côté premium que peut avoir le verre. Et surtout, le verre a un lien, enfin crée un lien émotionnel en général avec le client. Enfin, vous touchez une bouteille verre, vous touchez un pot en verre, vous n'aurez pas la même réaction sensorielle, émotionnelle qu'avec un autre matériau. Même que ce soit en termes de toucher, de température, il se passe toujours quelque chose, enfin le matériau vert vraiment provoque quelque chose, on a des études sensorielles qui sont faites, quelque chose qui apporte vraiment quelque chose de premium, de naturel et provoque enfin une émotion en tout cas chez le consommateur final. Donc pour nous, on est très fiers de travailler ce matériau et qui est simplement composé de sable, de calcaire, de carbonate de sodium et de calcin. Et également un petit peu d'oxyde qui va permettre de colorer la bouteille. Un petit point lexical, d'un point de vue technique, quand on parle de pot ou de bouteille. Alors les pots, on peut aussi parler de bocaux. Les pots et les bouteilles, en fait, ont toutes le même type, les mêmes parties de fabrication. Donc, vous aurez toujours une bague, vous aurez toujours... Donc, la bague, c'est ce qui est tout en haut et qui permet le bouchage de l'article. Vous avez le col. Donc, en fait, on retrouve un peu des termes d'ailleurs techniques du corps humain, hein. Vous avez le col, donc forcément, c'est la partie cylindrique qui est en dessous de la bague. Les épaules. Donc, les épaules, d'ailleurs, elles peuvent être trapues, arrondies, carrées, mais vous allez voir avec des différences techniques. Et ensuite, vous avez le corps. Et le corps, en général, c'est là où on va apposer une marque, on va poser une étiquette, on va poser un décor. C'est là où le client va pouvoir s'exprimer. Qui, en général, qui peut être cylindrique, mais il peut être également plat, parce que la bouteille peut être carrée. Le pot aussi peut être carré, peut être hexagonal ou autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le corps. Et ensuite, vous avez la partie basse des bouteilles et du pot qui s'appelle le jable et qui peut être également plus ou moins arrondi. Et ensuite, vous avez le fond de la bouteille et avec au fond la piqûre. Et la piqûre, c'est ce qui est en dessous de la bouteille. Voilà. Et c'est sur ce fond, en général, ou au niveau de ce jable, où vous allez retrouver des petites gravures que vous pouvez apercevoir, qui sont des gravures légales. Je fais rapidement, mais le verre, comme je le disais tout d'abord en introduction, c'est un matériau qui est naturel, présent dans la nature, et surtout, c'est
un matériau qui a été très vite approprié par l'homme. Il faut savoir que 100 000 ans avant Jésus-Christ, on a déjà les premières traces d'utilisation du verre à l'état naturel, donc l'obsidienne, par l'homme, hein, on taillait avec du silex. 4500 ans avant Jésus-Christ, l'homme découvre le process verrier. C'est-à-dire il découvre qu'avec un apport de chaleur, de sable et de chaud, on découvre une première pâte qui est malléable, à forte température, mais qui est malléable, et on peut en faire quelque chose de solide. 3000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est il y a quand même plus de 5000 ans, on voit déjà des premiers objets artisanaux du verre. Et si vous regardez bien, vous retrouvez déjà les premières similitudes ça n'a pas fondamentalement beaucoup changé. On retrouve un pot, on retrouve un système de bulles avec quelque chose pour en faire un récipient. Hein. Donc on est vraiment dans l'objet du quotidien artisanal de l'homme. Il faut attendre 500 ans avant Jésus-Christ pour avoir l'élaboration en fait, de la technique du soufflage avec la canne de soufflage. Et aujourd'hui, la technique n'a pas globalement beaucoup changé. Vous allez voir après avec le process verrier, on a mécanisé la chose, on a industrialisé la chose, mais le verre reste une goutte de verre dans laquelle on vient souffler pour faire une bulle, ou en tout cas souffler ou presser, et on revient souffler pour en faire une forme définitive. Ça se passe exactement pareil d'un point de vue artisanal qu'industriel, sauf que nous, effectivement, il y a le moule qui va avoir des contraintes, mais ces contraintes-là, elles sont maîtrisées industriellement. Mais voilà, et il faut attendre 1665, donc les fameuses créations de l'usine de Saint-Gobain par Colbert, pour voir, on va dire, une première industrialisation. Et donc, Verallia s'inscrit dans cette histoire du verre qui a commencé il y a plus de 100 000 ans avant Jésus-Christ. Et nous, en fait, et vous allez, ce webinaire est là parce que justement, vous ne pouvez pas venir en usine, mais c'est quelque chose que portent les personnes en usine, surtout ceux qui sont en bouchot. C'est-à-dire quand ils se présentent, ils se disent verriers. Hein, nous sommes des verriers. Ils ne sont pas uniquement des personnes sur ligne. Ils manipulent des bouteilles incandescentes, ils manipulent ce matériau qui est complètement vivant et ils vont nous expliquer, ils vous parleront avec passion que simplement le changement d'un micro détail, que ce soit dans la matière, que ce soit dans la température extérieure de l'usine, va avoir un impact sur le verre, tellement c'est un matériau qui est vivant aujourd'hui. Le process verrier. Aujourd'hui, le process verrier, donc, comme j'expliquais, en termes de fabrication, rien n'a beaucoup changé depuis le souffleur avec sa canne. Mais il y a des étapes qui sont venues. Et c'est aussi à grosse échelle. Hein. Quand on parle de matières premières, c'est des camions et des bennes entières qui rentrent dans un four. Le four, il faut imaginer que c'est un bassin d'une piscine olympique qui fait donc 100 mètres carrés, où il y a du verre en fusion, avec des flammes qui montent à 1800 degrés, donc avec une injection de forte chaleur. Donc effectivement, on n'est pas sur un petit four, c'est à une très grande échelle. Et également, ce qui est assez impressionnant, c'est la vitesse à laquelle tout ça arrive. Les gouttes de verre, on les voit passer. Pourtant, une goutte de verre, ça peut être une taille comme ceci, là, vous voyez, hop, de la taille d'une bouteille. Cette goutte de verre, en fait, elle était allongée par la vitesse. Donc, il y a aussi tous ces effets-là. Et il y a tout après le process de contrôle qui est extrêmement important, puisqu'en fait, les bouteilles et les pots se retrouvent sur des tables. Elles sont consommées par un consommateur final et on se doit de prévenir n'importe quel défaut et risque alimentaire. Donc, aujourd'hui, vous avez la jonction en termes de process verrier, il y a donc 4 grandes étapes. Il y a l'injonction de la matière première, il y a le bouchot, donc c'est quand la bouteille est formée et sort donc des moules et encore, on va dire, rouge et encore chaude. Et ensuite, on va apposer, vous allez voir, un traitement de surface qui va permettre de stabiliser. C'est comme si on mettait une petite maille autour de la bouteille, une maille un peu métallique, c'est un oxyde métallique qu'on vient mettre, et qu'on vient rechauffer. Donc on repasse en arche
pour pouvoir stabiliser le verre et donc on fait redescendre en température tout doucement pour pouvoir assurer à ce que la bouteille ne soit pas cassante. Et à la sortie de cette tâche, dite de recuisson, vient le bout-froid. Et c'est au moment du bout-froid où on vient apposer un traitement de surface à froid et qui permet en fait un glissage sur ligne, sur nos lignes et sur les lignes de nos clients. Et c'est là où on va faire tous les contrôles techniques. Ça va être des contrôles de bouchage, des contrôles de diamètre, enfin de dimensionnel, des contrôles de bague, parce que c'est très important la bague, puisqu'en fait la bouteille va avoir un système de bague. Donc en fonction du système de bague, il va y avoir des contraintes supplémentaires. Si c'est une bague à vis ou une capsule, tout ça va être apport des contraintes. Donc la bague est très importante, il y a des systèmes de rectiligne et aussi après on va voir s'il y a des défauts divers comme des cassures, des inclusions, c'est-à-dire des choses, des corps externes qui viennent se mettre dans la bouteille et toutes ces bouteilles-là après sont éliminées, repassent dans le circuit pour être refondues mais n'iront pas jusqu'au bout de l'expédition, puisqu'ensuite, après, les bouteilles sont palettisées, stockées et envoyées chez nos clients. Et une fois qu'elles sont chez nos clients, il faut s'imaginer aussi qu'après, elles repassent dans un autre circuit industriel. Donc, en fait, c'est pour rendre compte à quel point les bouteilles, en fait, subissent, en fait, des contraintes de choc assez importants. Elles repassent sur les lignes de nos clients, des clients. Et les clients, quand je parle de clients, c'est-à-dire des acteurs du monde agroalimentaire. Donc, ça peut être un viticulteur, un producteur de spiritueux, une brasserie, mais ça peut être également un apiculteur. Alors là, c'est moins industriel, mais quand même. Ça peut être également un fabricant de conserves, de nourriture et en fonction du process de fabrication de nourriture, donc parfois le produit va être embouteillé ou empoté à chaud, à froid, va subir une pasteurisation, une stérilisation. Et tout ça sont des contraintes que le verre doit pouvoir subir et pouvoir, et nous, verriers, on assure à ce que nos bouteilles et nos pots sont aptes à passer sur les lignes de nos clients. Donc, pour le process verrier, ce que je vous propose, c'est de regarder, de visionner rapidement la vidéo de notre process. Comme ça, vous allez avoir des images, ça va vous parler un peu plus que ce que je suis en train de vous dire. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, vous ne voyez pas normalement. Alors, voilà. Ensuite, je vais mettre le son de l'ordinateur aussi. Est-ce que vous avez le son de l'ordinateur ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez le son de l'ordinateur? Non? Oui? Moi, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu? Ok, super. On la monte, t'inquiète pas.
Ah, mais attendez. Vous n'avez pas le son du tout? Ah, mais faut me le dire, hein, moi je le vois pas. Ah, flûte. Attendez, est-ce que vous voulez que je remette la vidéo ou pas? Avec le son? Bon, enfin, vous m'entendez ou pas? Parce que c'est assez perturbant de ne pas avoir de réponse. On t'entend, mais on n'a pas de son, Maud, au niveau de la vidéo. D'accord, OK. Donc, est-ce que je remets la vidéo? Prenez un peu de sable, Est-ce que c'est bon là? Normalement, beaucoup vous de devez entendre. calcin, une pincée de Cette fois, calcaire c'est et bon, de oui. carbonate de soude, mélangez, portez l'ensemble à 1500 degrés Celsius et vous obtiendrez du verre. Avec ce verre en fusion, Verallia conçoit et fabrique des bouteilles et des pots alimentaires de tout contenant et de formes multiples. Nous utilisons dans la fabrication de notre verre un maximum de calcin. Ce verre recyclé, issu de la collecte, permet de faire des économies d'énergie et de matières premières. Dans notre métier, les fours fonctionnent en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la température doit être de 1500 degrés pour obtenir la fusion du verre. Ce mélange est ensuite acheminé par des canaux de distribution appelés feeders. Ces feeders forment une paraison, une goutte plus ou moins épaisse de verre en fusion qui est coupée net pour alimenter une machine de formage ou machine IS. Le formage consiste à mettre en forme une paraison par moulage à l'aide d'un poinçon métallique ou d'air comprimé et de créer un article de verre creux. Ce procédé est très généralement effectué en 2 temps. La paraison est transformée par soufflage ou pressage en forme intermédiaire comportant l'embouchure finale. Cette ébauche est ensuite transférée dans le moule finisseur qui, par soufflage, donne la forme finale à l'emballage. Pour garantir la solidité des articles, ils doivent être réchauffés puis refroidis progressivement dans une arche de recuisson. Cette étape dure de 30 minutes à 2 heures selon les produits. Pour mieux résister aux rayures, les bouteilles et les pots reçoivent ensuite un traitement de surface appliqué à chaud avant leur passage dans l'arche et à froid dès leur sortie. Afin d'assurer la qualité de ces produits, Verallia vérifie chacun d'entre eux à l'aide d'instruments permettant de contrôler le bouchage, la dimension de la bouteille, son épaisseur et de détecter les éventuels défauts. Ces opérations de contrôle permettent de garantir une sécurité d'utilisation pour l'embouteilleur et pour le consommateur final. Tous les emballages en verre insatisfaisants sont automatiquement éliminés puis refondus. Avant leur expédition, les articles sont regroupés dans des emballages industriels faits de matières réutilisables ou recyclables. Une fois la palette formée, elle est recouverte d'une housse plastique qui protège les produits pendant la manutention et le stockage. Les bouteilles et les pots sont ensuite expédiés ou retravaillés de décor avant d'être livrés chez le client. Une fois vidés de leur contenu, les articles reviennent alimenter la source sous forme de calcin, car une bouteille usagée permet la fabrication d'une bouteille neuve sans perte de qualité ou de quantité. Matériau écologique par excellence, le verre est le seul matériau d'emballage recyclable à 100% et à l'infini. Pour accompagner efficacement ses clients, Là, je passe cette partie-là puisque ça parle plus de Verallia que flûte. Que nous. Donc, on va revenir sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur le process Verrier?
en tant que tel. Non. Du coup, je passe à la suite. Donc, vous avez vu là sur la vidéo. Sur la vidéo, vous avez vu des moules qui se séparaient. Donc, vous avez vu qu'il y a une ébauche, donc une paraison, une goutte de verre qui tombe dans un premier moule, qu'on appelle l'ébauche, et ensuite qui est apportée dans une autre, qui après est transférée dans un autre moule qui dit finisseur. Donc, en fait, il faut bien avoir en tête que dans le process verrier, donc, il y a 2 étapes. Il y a 2 soufflages, pour être formé. Il y a l'ébauche et ensuite la finition. Et ces moules sont déjà une première partie de contrainte, puisque ces moules, ce sont tout simplement 2 coques qui vont s'ouvrir horizontalement. Et donc, le fait d'avoir cette contrainte-là, il faut avoir en tête de bien démouler. Il faut avoir en tête que votre article, une fois produit, il faut qu'il puisse être démoulé et avec des vitesses assez importantes. Donc, ce qui implique qu'on ne peut pas avoir des arêtes d'épaules. Donc, tout à l'heure, je disais des épaules carrées, oui, mais avec un certain degré, puisqu'on ne peut pas avoir des épaules exactement à 90 degrés. On s'en approche, soit, mais on ne peut pas atteindre le 90 degrés parce que, techniquement, votre bouteille ne pourrait pas se démouler. Donc, quelques petites erreurs donc, à éviter pour dans vos produits. Donc, c'est tout ce qui est les formes instables. Vous avez vu, là, les bouteilles, elles passent vite sur des convoyeurs. Donc, ça, c'est nos convoyeurs. Mais il y a les convoyeurs également de nos clients. Et en plus, vous avez vu, les bouteilles vont être empilées sur des palettes houssées. Et donc, si votre forme est instable, c'est-à-dire avec un fond qui est arrondi, ça ne tiendra pas. Le rapport hauteur-diamètre également. Si votre bouteille est vraiment trop fine en bas et large en haut, elle va basculer. Donc, tout ce qui est bouteille et pot non stable risque de tomber lors d'un convoyage ou d'une palettisation. Donc ça, évitez ceci. Ensuite, tout ce qui est bouteille à trous, vous avez vu, hein, c'est un système de soufflage. Et c'est un soufflage qui est assez rapide et on ne peut pas venir, il n'y a pas d'action humaine ou même mécanique qui permettent de faire une sorte de trou, d'ouverture, de double orifice, puisque de toute façon, il faut qu'on souffle à un seul endroit. S'il y a un trou de l'autre côté, eh ben, on ne pourra pas souffler. Donc, évitez tout ce qui est double ouverture, double orifice, les trous au centre de la bouteille. Évitez également les projets qui ne sont pas étiquetables. Pourquoi? En fait, il faut avoir en tête que votre objet n'est pas forcément... Là, vous n'êtes pas dans un concours de design produit, d'art. Si vous êtes dans un concours de produits industriels. Donc, ça veut dire que demain, votre design doit pouvoir porter une marque, un logo, quelque chose qui mette en avant, justement, le contenu et l'entreprise. Donc, il faut avoir en tête que votre design, votre dessin doit comprendre une zone pour pouvoir apposer une étiquette ou un décor permettant de communiquer sur cette marque. Donc, tout ce qui est surface non plane à bannir. Si vous pouvez envisager d'avoir une bouteille ou un pot complètement stylisé avec des formes un peu étonnantes. Oui, libre à vous, vous êtes complètement libre. Mais attention, prévoyez tout simplement une zone cylindrique ou plane qui peut être assez restreinte, mais il faut simplement la prévoir. Ainsi, vous pourrez permettre, en tout cas à la marque et aux clients, de se différencier. Voilà, c'est ce que vous voyez là comme exemple. Également, les piqûres. Donc, vous vous souvenez, je vous avais donné en tout début la définition de la piqûre, c'est ce qu'on appelle plus communément le cul de bouteille, la piqûre. Et bien ça se fait avec un moule de fond, et ce n'est pas possible que cette piqûre-là soit supérieure à 6 cm. Voilà, donc voilà une des contraintes, ou avec des choses trop précises.
Et puis surtout, c'est qu'à un moment donné, eh ben, c'est pareil, il va y avoir des problèmes de rectilignité et donc de convoyage sur les lignes. Ensuite, c'est tout ce qui va être accouplement mécanique, donc d'emboîtement de bouteilles ou de pots en verre entre eux. En tout cas, nous, techniquement, en sortie d'usine, ce ne sera pas possible. C'est vrai que ça veut dire qu'il y aura une autre action manuelle qui sera faite a posteriori chez le client. Donc, ça veut dire une manipulation supplémentaire de votre dessin, de votre produit. Donc, tout ce qui est accouplement avec les matériaux, on essaye d'éviter hein, de tout ce qui est... Et comme je le disais en préambule, les erreurs à éviter, c'est tout ce qui est indémoulable. Donc les arêtes trop vives, les surfaces horizontales trop étendues, les dépouilles négatives, hein, encore une fois, c'est si on ne pourra pas ouvrir un moule comme ceci, et les bagues inclinées. La bague va être toujours droite parce que dedans, que ce soit pour la capsule ou pour embouteiller ou autre, ce n'est pas possible. Même si c'est embouteillé à la main, c'est plus facile d'embouteiller sur quelque chose de droit qu'incurvé. Vous allez me dire, vous allez me prendre en exemple la bouteille de J.P. Chenet, mais si vous regardez bien la bouteille de J.P. Chenet, effectivement, elle a un col un petit peu incliné, mais si vous regardez bien la bague, et donc là où va être entrée la canule pour remplissage, eh ben, elle est verticale. Donc après, les erreurs à éviter et le process verrier, je vais vous parler un peu plus des leviers d'innovation. Donc comment également, donc là vous êtes dans un espèce de concours. Le concours, l'objectif c'est de donner libre cours à votre imagination. Franchement, de vous laisser, sentez-vous libre. Et aussi le verre, comme on le disait en préambule, permet un certain nombre de choses, notamment par la teinte, par la gravure, et donc il y a des leviers pour pouvoir innover. Et un des leviers pour nous qui est demain important et qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est l'éco-conception qui doit être au cœur de votre processus créatif dès le départ. Qu'est-ce qu'on appelle l'éco-conception? C'est ce qui est défini en fait de l'intégration de l'environnement, des enjeux environnementaux aujourd'hui, dans la conception et le développement d'un bien ou d'un service. Et ben, pour nous, l'éco-conception, qu'est-ce que c'est au niveau du verre? Et ben, ça va être notamment par l'optimisation de son poids. C'est une bouteille de verre, en gardant la même valeur esthétique perçue, comment l'optimiser, d'avoir son poids optimal, de ne pas rajouter du verre pour rien. Parce que oui, on peut en rajouter autant qu'on veut, on peut faire des magnifiques bouteilles hyper lourdes, mais cette bouteille, au-delà du coût intrinsèque du verre, va avoir un coût CO2, un coût énergétique, un coût sur l'environnement. Donc ça, aujourd'hui, on peut plus se le permettre. Nous, Veralia ne sort pas une bouteille qui n'est pas éco-conçue à la base. Et là, aujourd'hui, on est même en train de revoir toute notre gamme pour l'éco-concevoir. Donc, on revoit référence après référence, celle qu'on vend déjà, et on en propose une version éco-conçue. Donc, vous, dans votre processus créatif de jeunes designers, ayez ça en tête. Et qu'est-ce qu'on appelle, par exemple, l'éco-conception au niveau d'un concours Veralia? Eh ben, il y a, là, je vous ai montré des petites, je vous mets des exemples de projets qui sont faits. Ben, par exemple, c'est d'enlever le suremballage. Et donc là, dans les conceptions, dans le projet proposé par l'étudiant, à l'époque, c'était d'enlever le fameux emballage plastique ou carton qu'il y avait autour. Et dès la conception de la bouteille, en fait, la bouteille n'est pas complètement ronde, elle n'est pas cylindrique, je veux dire, elle a un côté un petit peu en angle qui permet un bon emboîtement de 4 bouteilles. Et avec un système de gravure qui permet un lassage, et ben rien qu'avec un système de ficelle et de lâchage, en fait, ça nous permettait de porter la bouteille. Donc là, hop, exit le suremballage. Donc ça, c'est de l'éco-conception. Également, l'éco-conception, c'est d'éliminer tout ce qui est accessoires superflus et perturbateurs intrinsèques du produit. Là, c'est par exemple des cornichons, tout bête. Aujourd'hui, dans les pots, il y a ce truc en plastique qui nous permet de ne pas nous mouiller les doigts. Là, on a trouvé un système ingénieux. Alors, effectivement, techniquement, votre pot, il ne va pas avoir un côté waouh, mais il aura été éco-conçu. Donc ça fait la différence aussi en termes pour le jury.
Et ce que je disais, après, en termes de levier d'innovation, eh ben, il y a les teintes. Les teintes, qu'est-ce que c'est? C'est la couleur du verre. Et aujourd'hui, on peut se différencier par un maximum, une palette de teintes quand même très, très large. Il n'y a qu'une teinte qu'on ne peut pas faire en verre, qui est le teinte rouge et tout autour du rouge, puisque le pigment, le seul pigment qu'on peut utiliser pour teinter du verre est nocif pour l'environnement, puisqu'il s'agit du mercure, et donc on ne teinte plus de bouteilles en verre, en rouge. On peut avoir des teintes un peu marronasses, jaunâtres, mais il n'y aura pas de rouge. On ne peut pas avoir cette couleur rouge. Voilà. Et après, la teinte du verre permet également d'apporter des propriétés au verre de filtration. Et notamment filtrer les UV, mais pas que, filtrer aussi des longueurs d'onde type qui sont sensibles, que certaines molécules sont sensibles à certaines longueurs d'onde, qui ne sont pas forcément les UV, et notamment la riboflavine dans le champagne. Ce n'est pas uniquement la teinte verte qui va faire que le champagne va être bien protégé, mais il y a également des filtres dits UV et de riboflavine. Donc, c'est des teintes qui sont filtrées. Ensuite, on peut se différencier par des gravures externes. Les gravures externes, qu'est-ce que c'est? C'est les gravures qui sont faites au niveau du moule finisseur. Donc, c'est des gravures qui peuvent être en relief, en creux, en médaillon, à fond, en plat. Elles peuvent être un peu n'importe où sur la bouteille. En général, elles peuvent même aller... elle peut être n'importe où sur la bouteille. Ensuite, en termes de personnalisation, vous avez les gravures. Donc, les gravures, donc on avait dit internes et externes, mais il y a aussi celles internes. Donc, les gravures internes sont faites au niveau de l'ébauche. Donc, en fait, vous ne les sentez pas à l'extérieur de la bouteille, mais elles sont à l'intérieur de la bouteille. Donc, elles sont faites au moment de la fabrication. Elles sont au moment de la fabrication, faites par le moule ébaucheur. Ensuite, vous pouvez personnaliser les piqûres, donc les piqûres de fond. Donc, je vous ai dit toujours avec la limite des 6 cm, mais on peut les personnaliser. Donc, voilà des exemples qu'on fait nous aujourd'hui en termes de standard. Donc, à notre catalogue, vous avez des bouteilles avec déjà ces fonds-là. Mais rien ne vous empêche aujourd'hui d'imaginer des choses intéressantes sur vos bouteilles en personnalisant et en créant quelque chose d'intéressant. Puis il y a toujours l'effet de loupe, donc c'est assez intéressant de travailler également les piqûres. Et ensuite, on peut se différencier par le décor. Je ne rentre pas dans tous ces détails de piqûres, décor, gravure. Tous ces éléments-là sont présents dans la boîte à outils du site internet, dans votre compte de participant. Donc, vous allez avoir plus de détails. Donc, dans les décors, il y a donc la sérigraphie, le laquage, le satinage, il y a la décalcomanie. Enfin, il y a beaucoup. Enfin, il y a une palette, franchement, infinie de décors possibles ou de gravures et autres. Donc, je vous encourage à aller fouiller dans la boîte à outils. Vous trouverez, en tout cas, il y a une mine d'informations et vous trouverez tous ces éléments-là. Là, je passe vite parce que le plus important, c'est quand même de pouvoir de vous présenter un peu plus le concours et échanger avec notre marraine. Donc, pour 2022, je dis beaucoup de... Pour 2022, il y a 4 prix, plus le prix de la marraine. Donc, en fait, il y a 3 prix pour la thématique générale, donc j'y viendrai sur la thématique générale, et un prix pour le concours, pour le prix spécial. En termes de timing de l'édition, donc là, vous avez jusqu'au 3 avril pour déposer vos dossiers et vous inscrire, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Je crois qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits, mais vous avez jusqu'au 3 avril pour vous inscrire et déposer vos dossiers. Pendant ce temps-là, après, le jury délibérera le 19 mai et au 1er juillet, nous découvrirons qui sont les grands lauréats de cette année. Voilà. Donc, les thématiques de cette année. Pour le concours général, la thématique de cette année, c'est le verre sans modération. Le verre sans modération, qu'est-ce que c'est? C'est de vous faire réfléchir à une nouvelle forme verrière autour, donc là on parle
c'est un concours qui est uniquement, une thématique qui est uniquement sur la bouteille, puisque c'est une bouteille qui répondra aux tendances, qui est une tendance de fond, qui est devenue incontournable aujourd'hui, qui est sur les consommateurs qui prennent conscience ou pas, ou qui ont des convictions, qui ont, pour des histoires de santé, pour de religion, ou n'importe quel, ou simplement de goût, hein, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, le goût. Et donc qui veulent faire attention et qui veulent moins boire ou plus boire du tout d'alcool dans leur quotidien ou dans leurs moments festifs ou de sociabilité. Sauf qu'ils veulent se faire plaisir, ils veulent continuer à se faire plaisir, et donc il y a toute une nouvelle catégorie de produits qui arrivent sur le marché et qui sont en train d'arriver. Alors c'est une mouvance qui vient de pas mal des pays anglo-saxons, mais qui arrive très vite en France. Le dernier né, d'ailleurs, vous avez pu voir pendant les fêtes de fin d'année, c'est Martini qui a sorti. Claire, tu peux éteindre ton micro. Qui a sorti en fait sa version zéro alcool. Et donc, voilà, toutes les grandes marques s'y mettent, puisqu'on se rend compte qu'il y a des consommateurs en fait, qui sont soucieux d'adopter un mode de vie plus sain, mais qui veulent quand même conserver le côté festif et le côté sympa de l'alcool. Alors, c'est vrai que ceux qui ont pris le train en marche très rapidement, ce sont les bières, mais maintenant arrivent aussi tous les spiritueux et les vins. Donc, en général, ces produits-là sont des produits éco-conçus. Alors, je ne parle pas là uniquement emballage, mais éco-conçus dans son contenu, qui ont du sens, donc qui sont souvent bio, naturels, qui sont présentables. Donc, il y a toujours un storytelling qui est assez important autour de ces produits-là. Hein. On trouve de plus en plus aussi de craft, justement de petits faiseurs, de petits metteurs en marché, mais également les grands industriels, comme je le disais. Et en général, les grands industriels, soit ils lancent leur propre marque, soit ils rachètent des petites marques craft. Hein, et c'est pour ça qu'on pense que le verre a sa part à jouer dans cette nouvelle tendance de produits. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a 3 catégories qui sont en prise. Donc, ça va être sur les vins tranquilles et vins effervescents, les bières et les spiritueux. Et à chaque catégorie, un prix. Le support, ce support-là est présent également dans la boîte à outils, et je vous ai mis un petit lien, il y a un petit lien d'un podcast hyper intéressant à écouter sur le sujet. Je vous invite à l'écouter. Je ne vais pas vous le faire écouter parce qu'il est assez long, mais n'hésitez pas pour vous donner un peu un état d'ambiance. Et là, je vous ai mis un petit panel de ce qui se fait déjà un peu sur le marché. Donc, vous voyez, hein, de loin, on a l'impression que c'est des bières tout à fait normales, mais en fait, c'est toutes des bières sans alcool ou light, d'ailleurs, comme la Corona que vous voyez là. Hein, que ce soit la Brooklyn, donc, qui est la craft beer, la première des craft beer, en passant par le gros Heineken. Donc, tous passent au zéro, ou Nolo, donc. Sur les vins aussi, ça se bouge beaucoup. Jusqu'à présent, en France, on avait la fameuse marque Bonne Nouvelle, qui était vraiment, mais vraiment pas belle. C'était même leur cible était assez claire, c'était pour les personnes ayant un problème avec la boisson alcoolisée, et ils ciblaient donc était pas très joli, pas très marketé. Et ben, il y a des nouvelles marques, des nouveaux metteurs en marché qui arrivent, et notamment la marque Petit Béret. Pareil, allez voir sur leur site, c'est assez intéressant de voir quelles sont leurs démarches. Donc voilà, donc là pareil, hein, vous voyez, on retrouve un peu le côté naturel, naturalité des marques. Et sur la partie spiritueuse, c'est là où ça se bouge le plus en ce moment, où c'est très dynamique. Donc là, vous avez vu, là, j'ai mis le visuel de Martini, mais il y a également les précurseurs, c'est Sidip, et toute une ribambelle de marques de gin sans alcool qui est sortie. Et vous retrouvez, en fait, on retrouve un peu les codes des spiritueux, mais avec un petit truc en plus. Donc, essayez de trouver ce petit truc en plus pour justement créer la différence dans votre bouteille, dans votre design. Donc, tous ces éléments-là, encore une fois, vous pouvez à tête reposée, chez vous, tranquillement, aller les retrouver dans la boîte à outils. Rien de ce que je présente aujourd'hui n'est caché.
Pour le prix spécial, donc le prix spécial cette année, c'est Imaginer un émalage en verre qui célèbre un événement sportif dans les prochaines années à venir. Donc nous venons de finir en beauté avec les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Très vite vont arriver un certain nombre d'événements, enfin c'est assez cyclique, mais un certain nombre d'événements sportifs. Bon, il y a celles qui reviennent tous les ans, comme les Coupes d'Europe de foot, mais en 2023, par exemple en France, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby, en 2024, les JO de Paris. En tout cas, il y a plein d'événements qui procurent des éléments de rassemblement national, d'émulation, de rencontres amicales, de moments festifs. Et donc, l'objectif de cette thématique, c'est de vous faire réfléchir autour d'un packaging. Donc là, on parle de packaging événementiel. Donc, on va dire, on va travailler sur le côté un peu unique, novateur, différenciant et créatif. Donc là, on peut vraiment aller plus loin dans le côté créatif, puisqu'en général, c'est dans ces moments-là où les marques sortent un peu de leur univers habituel et se permettent des choses qu'elles ne se permettraient pas en temps normal, sur leur quotidien, en temps ordinaire. Et donc, ça leur permet, de gagner en visibilité, de booster leurs ventes et permet aussi d'accroître un peu un attachement à la marque. Mais aussi et surtout, ça permet aussi de véhiculer certaines valeurs des marques. Donc, l'objectif est de vous faire justement plancher sur cette thématique-là. Et là, je vous ai mis plein de petits exemples. Alors, c'est vrai qu'il y en a des très forts, des très connus, qui sont très présents pour ce type d'événements. Comme Coca-Cola, Evian, ils sont plutôt forts. Mais aujourd'hui, les personnes, enfin ces entreprises-là sont déjà en train de réfléchir à la bouteille des JO 2024, voire même déjà plus loin, des JO 2028 à, je crois, Los Angeles. Donc voilà, donc c'est important et on parle vraiment d'individualisation, de produits uniques. Donc, ça permet d'améliorer l'image de la marque et de véhiculer, je vous ai dit, des valeurs. En fait, je vais un peu vite. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose à raconter aux clients. Donc, pour ce prix spécial, donc, votre mission, c'est de donner aux consommateurs via le packaging, d'inscrire dans un événement sportif. Alors, nous vous prions de prendre des marques fictives dans vos dossiers ou des marques que vous aurez créées, ou des créations neutres. Il n'y a pas besoin d'avoir une marque spécifique, il peut y avoir une création neutre. Mais voilà, donc, mais vous ne pouvez pas apposer des logos ou des noms d'événements spécifiques. Vous ne pourrez pas utiliser les anneaux olympiques, vous ne pourrez pas utiliser les JO, même l'emblème de la flamme ou le logo de la Coupe du Monde de rugby ou de la Coupe UEFA de foot. Donc faites attention juste à ça. Ça ne sera pas pénalisant si vous le faites, mais si d'aventure vous êtes lauréat et que vous êtes lauréat parce que votre produit, votre storytelling a plu au jury et qu'il y a vraiment quelque chose de très important de fait derrière, on retravaillera avec vous et donc ça va demander du travail supplémentaire, que ce soit pour vous et pour tout le monde, à retravailler un petit peu l'histoire. Donc voilà. Et donc, voilà, je vous ai présenté, donc vous avez vu, Evian est déjà parti avec a déjà présenté ses décors pour 2024 et aussi avoir en tête d'imaginer également quelque chose de durable. Donc là, par exemple, qui soit réutilisable et non pas uniquement rester en haut de l'armoire avec toutes les bouteilles des précédentes éditions. Comment faire la différence face au jury? Eh bien, déjà, le jury, il est composé de qui? Il est composé de parties prenantes de l'industrie agroalimentaire et de boissons, donc ce sont nos clients, des gros, des petits, des acteurs de l'innovation, donc des journalistes, des agences de design, donc du Sylvio, donc notre marraine fait partie du jury de ces éditions, et également des références du design comme des blogueurs, des designers déjà reconnus.
Comment ça se passe? Donc là, jusqu'au 3 avril, vous êtes tous en train de préparer ou finaliser ou commencer, réfléchir sur votre projet. Vous allez le déposer. Au 3 avril, on ferme, au 3 avril minuit. Et on va avoir à peu près entre 300 et 400 projets. C'est la moyenne annuelle. De ces 300 projets, eh ben, on va en présélectionner 60. Donc en général, un certain nombre vont être éliminés parce que pas de ils ne seront pas industrialisables. Ils répondent pas à la thématique. Donc voilà, donc suivant, donc voilà, il y a respect du terme, est-ce qu'il y a un intérêt commercial et autres. Donc il y a déjà une présélection qui est faite. Sur ces 60 projets, il y aura un vote en ligne, un jury de professionnels. Donc ça, c'est un jury très large. Donc il y a par exemple tous les salariés de Veralia vont voter pour ces 60 projets-là. Et de ces 60 projets-là, 8 projets par catégorie, enfin les 8 meilleurs projets par catégorie seront gardés. Et il y a une délibération qui est faite par un jury de professionnels, dont fait partie également Lucille, qui va nous permettre de déterminer qui est le lauréat. Donc, ce que je disais, c'est que les critères de présélection, c'est l'industrialisation, les caractères innovants pour le consommateur, la zone étiquetable et le respect de la thématique. Et les critères un peu de notation du jury, c'est la valeur ajoutée qui est apportée aux différents utilisateurs du produit, la valorisation esthétique du matériau vert, la viabilité économique. Alors, on ne vous demande pas d'estimer des coûts, vous n'êtes pas incapable parce que vous n'avez pas les éléments de coût. Mais imaginez bien qu'une bouteille très lourde, très compliquée, enfin, avec des formes des formes compliquées, ça va être des bouteilles qui vont être des pots qui vont être complexes à fabriquer. Donc plus c'est complexe, plus ça demande, ça va avoir un coût plus important. Donc attention à bien avoir une corrélation entre marché final et votre produit. Parce qu'une bouteille qui va coûter trop cher pour un marché final, par exemple pour une bouteille de bière, vous aurez beau être une bouteille de bière premium, attention, un consommateur final n'est pas prêt non plus à dépasser un certain montant pour acheter cette bouteille, même si c'est la plus belle bouteille du monde. Autant sur un marché de spiritueux, où là on parle même limite de flacons, oui, mais sur une bouteille de bière, une bouteille d'eau, non. Donc réfléchissez bien au marché final et à la viabilité économique de votre projet. Ensuite, il y a également la mise en valeur du contenu et également les nouvelles perspectives ouvertes pour le matériau. Donc c'est là où on vous challenge un petit peu, c'est que vous êtes un peu nos poils à gratter. Donc n'hésitez pas à nous pousser dans nos retranchements et sentez-vous libre également de travailler ce matériau. Et un des points également, donc après il y a le caractère effectivement innovant du design et du concept, et la qualité du dossier. Et donc ça, c'est très important. Il faut savoir qu'il n'y a pas de présentation orale. Donc tout va se jouer sur l'écrit. Tout va se jouer sur ce que vous allez déposer en termes de dossier. Donc pensez bien à soigner votre visuel à la une, le titre de votre projet et le résumé de votre projet. Là, vous avez l'exemple de comment sont présentés les projets pour le jury qui vote en ligne. Donc, il y a une image. Et ensuite, le jury rentre dans le dossier, ouvre le dossier. Mais il faut imaginer que ce sont que des personnes qui sont professionnelles, qui ont un temps limité et qu'il faut qu'ils aient, tout de suite le truc qui les attire. Si votre dossier n'est pas complet, s'il n'est pas soigné, qui ne donne pas envie de l'ouvrir, le vote va se faire très vite. Donc attention à ça. Hein, mettez-vous dans la peau de... C'est comme un appel d'offres en agence. Là, je vous ai mis des petits exemples de synthèse. Donc en fait, donc la synthèse, comme je vous l'ai expliqué, c'est en recto verso. Et donc, là, vous avez donc des visuels très simples, un storytelling qui explique la démarche. Hein. Donc pareil, une belle mise en avant. Ça peut être des croquis à la main. Hein. On ne vous demande pas forcément de faire des choses de très en 3D avec une mise en situation très importante. Non, il faut mettre en valeur votre design. Donc ça peut être également aussi le croquis, la réflexion que vous avez faite. Donc ça, c'est des exemples de dossiers que vous trouvez plutôt bien faits les années précédentes.
Et donc ça, c'était les documents de synthèse. Et après, sur le dossier. Donc là, aller plus loin. Donc on estime aussi, on aimerait bien avoir quelques premières cotes et d'expliquer votre démarche créative. Pourquoi vous êtes allé sur ce produit-là et comment. Donc là, c'est des exemples pareils de dossiers très complets qui ont bien plu au jury. Là, par exemple, Arcadia, donc, qui était le prix vert 2018, c'est la fameuse bouteille, c'est notre nouvelle success story qui est sortie sur le marché l'année dernière, en fin d'année dernière, et sur laquelle on communique tout juste en ce moment. Donc là, les deux étudiants, parce qu'ils sont en binôme, ont bien expliqué leur démarche, ils ont fait leur board de mood board, de réflexion. Donc voici un peu, donc tout est dans le storytelling pour donner envie au jury aussi de rentrer dans votre histoire et expliquer votre histoire. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on avait fait le point avec Silvio. Parfois, un projet comme ça sur le papier, l'image, eh ben, il n'a pas l'air d'être non plus transcendant, hyper innovant, mais dans l'histoire, dans le storytelling, eh ben, toute la démarche a pesé dans le fait qu'il soit devenu lauréat. Donc, expliquez-nous bien votre démarche. Hein. Donc, pour rappel, ce que les attendus, c'est un dossier de synthèse, une synthèse de votre projet qui a un document en PDF recto verso paysage, un dossier technique en ayant avec minimum des croquis visuels, un plan technique et accompagné donc des notes de présentation. Hein, et des images de votre projet avec une image principale et vous pouvez aller jusqu'à 4 images complémentaires avec un pack shot ou pas, de mise en situation, et voilà. Toutes ces informations-là, comme je vous le disais, vous les retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez trouver également plein d'informations utiles sur notre site internet avec notre catalogue, sur le site internet de notre marque haut de gamme Selective Line et également sur le site internet de Saga Décor. Vous allez avoir un peu plus d'informations sur les décors possibles, qui est notre filiale Décor, qui est basée dans le nord de Paris. Et voilà, j'ai fini. Et maintenant, on va pouvoir passer au moment le plus important, qui est notre rencontre avec Lucille. Et il me manque un slide, je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Donc, merci Lucille de nous avoir rejoints et d'avoir accepté Avec plaisir. d'être la marraine de cette édition. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement. Rapidement, non, pas rapidement, de nous présenter qui vous êtes. Hein, et puis, je vais arrêter également la présentation du contenu. Comment on fait pour arrêter? Et on peut passer. Allez-y. Vous pouvez commencer. Il y avait une image ou non, c'est bon, je peux y aller. Ouais, vas-y. Je vais retrouver mon image entre-temps. Ok, parfait. Donc Lucille Viau, moi je suis artiste chercheur, donc je suis spécialisée dans le travail du verre. Je développe un projet de géoverrerie, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail après. Voilà, j'ai un parcours assez linéaire au démarrage puisque j'ai fait 5 ans à l'école Boulle en design d'objets, enfin design produit. BTS, DSA et année complémentaire. Et ensuite, je me suis installée à Rennes. Enfin, ça fait 3 ans que je suis installée en Bretagne pour développer cette activité de géoverrerie. Donc, en gros, je partage mon temps entre 3 lieux, mais les 2 plus importants sont à Rennes, puisqu'il y a mon atelier et le laboratoire de recherche dans lequel je suis en résidence à l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a décidé de travailler un peu le design? Moi, le design, c'est ce que je disais, c'est mon cursus de base. Donc, j'ai démarré assez tôt, juste après le bac, en fait, puisque j'ai fait un bac art appliqué et j'ai souhaité m'orienter vers le design d'objets très tôt pour en fait, avoir un cursus général. Ce qui m'intéressait, c'était l'approche de tous les matériaux et j'avais pas envie de choisir en particulier et de m'orienter tout de suite dans une filière artisanale. Mais plutôt de tous les aborder, puis de me laisser le choix pendant mon cursus de me spécialiser ou pas. Et il se trouve effectivement que je me suis spécialisée dans le travail du verre.
Voilà, donc c'est de là que ça vient, mais aujourd'hui j'ai un statut assez multiple. Je me revendique pas particulièrement designer, même si c'est ma formation. Je suis autant artisan, designer que chercheur. Et d'ailleurs, pourquoi justement vous définissez comme artiste-chercheur? Donc, parce que, en gros, au niveau de mon parcours et comment j'en suis arrivée à la Géoverie, c'est mon projet de diplôme à l'origine. Donc, j'ai travaillé à l'école Boulle sur la question de la valorisation des ressources halieutiques en Bretagne, donc issues de la pêche et de l'aquaculture au démarrage. Et mon projet de diplôme, c'était de créer des nouveaux matériaux à partir de ces ressources bretonnes. Et donc petit à petit, je suis arrivée au travail du verre puisque j'ai fait le choix d'orienter mes recherches sur les matériaux silicatés, céramique et verre, et d'intégrer ces matières premières à la composition de recettes verrières. Et donc aujourd'hui, j'ai ce que je disais avant, j'ai un double statut puisque je suis artiste chercheur en résidence au sein du laboratoire verre et céramique de l'Institut des sciences chimiques de Rennes, où en gros je passe à peu près 30% de mon temps. Et donc dans ce labo, je mène toute la partie chimie, en fait, chimie du verre en autonomie, et aussi un petit peu d'application verrière sur des technologies spécifiques. Voilà, donc j'ai cette double casquette. D'accord. Donc, vous parliez de Géoverie. Oui. Très vite, vous disiez que vous êtes arrivé sur le matériau verre. Qu'est-ce que nous inspire ce matériau? C'est toute l'idée de la géoverrie, donc c'est intéressant de partir effectivement de ce terme-là que j'ai posé assez récemment finalement sur la démarche, puisque c'est arrivé il y a 2 ans à peu près, alors que ça va faire 8 ans que je suis sur ce travail de géoverrie. C'est l'idée en fait que c'est très bien, on a démarré ce webinaire par un petit retour aux sources et puis à l'histoire du verre. Donc en fait, le constat de base, c'est de se rendre compte que historiquement, les premiers verriers de ce monde dans l'Antiquité fabriquaient le verre à partir des ressources qu'ils avaient à disposition, donc évidemment locales. Et en fait, on se rend compte que le verre ancien était naturellement coloré par les impuretés, les oligo-éléments qui étaient présents dans les matières premières que les verriers primaires utilisaient dans leurs recettes. Et en fait, cette idée de géoverrie transposée à notre monde contemporain, c'est en fait l'idée de produire à nouveau du verre très localement à partir des ressources qui sont à valoriser et d'obtenir une palette de verre colorée naturellement dans la masse par région, puisque je me rends compte que chacune des régions, en fonction des matières premières que je vais utiliser, va donner une couleur très spécifique à chaque fois au verre. Donc c'est ça qui est absolument magique pour moi dans ce matériau, et c'est pour notamment cette raison-là que je me suis spécialisée dans la chimie du verre, quoi. Super. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Moi, j'ai ma petite liste, hein, donc j'ai continué, mais vous pouvez commencer à poser vos questions via le petit chat. Oui, moi je peux les lire en même temps et y répondre au fil de la conversation. Ouais. Du coup, donc oui, vous disiez que le verre pour vous c'est un peu magique, la teinte c'est quelque chose qui est assez fascinant. Et quand on parle du rôle du verre dans le monde, on va dire, on parle d'avant, mais de demain. Vous voyez comment le verre dans le monde de demain? Est-ce que vous imaginez plus de verre dans votre quotidien, ou pas? Moi, je travaille sur un certain nombre d'applications verrières à partir des recettes que je développe. Donc, mon activité, elle va en gros des arts de la table jusqu'à l'architecture. Ça dépend un petit peu de l'envergure des projets, en passant par un travail purement artistique de sculpture, mais c'est pas que mon travail. Donc, j'aborde évidemment la question de l'objet et donc de l'utilitaire. Et évidemment que
pour moi, c'est le matériau de demain. 2022, c'est l'année du verre et c'est pas pour rien. Le verre aujourd'hui, c'est le matériau aussi qui sert à enfouir les déchets nucléaires. On ne s'est pas trouvé mieux en fait que le matériau verre pour l'environnement, puisque c'est le seul matériau qui, comme tu l'expliquais tout à l'heure, n'a pas de transmission de molécules avec son environnement ou avec le contenant contenu si on est sur de l'alimentaire. Donc c'est un matériau sain à la fois pour la santé et à la fois pour l'environnement. Mais au-delà de ça, c'est un matériau qui est réversible. Et moi, la question de la réversibilité, elle est centrale dans mon travail. C'est un matériau qui est recyclable à l'infini sans perdre de propriétés ni esthétiques ni mécaniques. Donc pour moi, ça, c'est un élément clé et peu de matériaux aujourd'hui sont capables d'offrir ça voilà, pour le monde de demain. Donc pour moi, la réponse, elle est assez évidente, quoi. C'est pour ça que vous êtes la marraine idéale. Nous partageons les mêmes valeurs. Du coup, ça me fait un peu la transition avec le concours Veralia. Vous connaissiez le concours avant d'accepter d'être la marraine? Bah oui, j'ai été moi-même étudiante avant d'être dans le monde professionnel, hein, donc oui, évidemment, je le connais puisqu'il a quand même quelques années, hein, donc il a su faire parler de lui. Et puis, je connais aussi notamment l'atelier Georges Ève, qui a été marraine il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus bien, mais voilà, donc oui. Et pourquoi avez-vous accepté donc justement d'en être la marraine? Je vais pas répéter tout ce que je viens de dire, mais Oui. voilà, c'est un plaisir. C'est clair que pour moi ça fait sens et j'ai accepté parce que c'est l'année du verre aussi et je trouvais important de marquer le coup par rapport à ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant la présentation, on ne met pas encore en avant parce que c'est vrai que pour nous, on vient de le lancer. Oui, ça vient de Ça vient démarrer, bien tout sûr. juste de le lancer et comme c'est vrai que l'édition a été lancée plutôt en septembre, mais c'est bien parce qu'on va en refaire une piqûre de rappel sur la communication. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas en parler avant trop de nos actions, mais c'est vrai que Veralia est très présent en tant qu'acteur majeur justement sur la partie vert. Et s'il y a bien une année effectivement où il faut parler du vert, c'est vraiment cette année. Alors j'ai parlé un tout petit peu du thème. Est-ce que ça vous parle ou pas le terme, le vert sans modération? Si je vous dis comme ça, vert sans modération, ça vous parle? Ou pas du tout? Bah si, bien sûr, je trouve que le thème il est pertinent, effectivement, s'il s'agit d'une nouvelle tendance. Alors, on la voit, j'avais pas identifié spécialement que c'était une tendance à saisir, etc. Enfin bon, ça c'est votre expertise et je pense que c'est aussi le rôle du designer de s'emparer des problématiques quand elles arrivent, notamment au niveau de la grande distribution. Donc moi je trouve ça très intéressant pour un étudiant de participer à un concours avec ce thème-là. La thématique sportive peut-être un peu moins, même si je comprends le rapport à l'actualité, mais j'attends de voir. Du coup, je suis très curieuse aussi de voir les propositions par rapport à ça. Ouais, voilà, ça va être très intéressant, je pense. Et d'ailleurs, justement, parmi les projets, vous avez votre coup de cœur à identifier. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence, justement, de votre coup de cœur? Qu'est-ce que vous attendiez de votre coup de cœur? Je pense que je vais être assez intransigeante sur la question de l'éco-conception. Tu en as parlé assez, donc c'est pareil, je reviens pas dessus, mais moi, c'est évident que ça fait partie de mes critères. Après, c'est aussi l'identité de la marque que j'ai fondée, donc c'est très subjectif, mais en même temps, c'est un prix subjectif, hein. Ça va être pour moi la simplicité, en fait. La question de l'intemporalité, de la transmission, de la simplicité de la forme. On n'a pas besoin de faire complexe et très ornementé pour séduire. En fait, je pense que c'est pas là que ça se situe, bien au contraire. Voilà, ce seraient mes critères, quoi. Super, merci. Et donc là, maintenant, j'ai parlé plutôt à comment? Justement, votre expérience d'ancienne étudiante. Vous avez participé à des concours, vous
Oui, alors j'ai pas fait Veralia à l'époque, mais oui, évidemment, ça fait partie du cursus aussi de savoir répondre à un concours. Ouais. Et du coup, quels sont vos conseils un petit peu pour tenir je veux dire, la pression ou quels sont les enjeux pour vous de pouvoir participer à ce type de concours? Alors, les enjeux d'un point de vue pédagogique et puis par rapport à vos cursus respectifs, en fait, je ne peux que conseiller de participer à un concours puisque ça permet quand même d'imaginer, mettre un pied déjà dans le monde professionnel. Ça vous donne accès aussi à des opportunités d'échange en fait avec vous, Veralia. Donc c'est vrai qu'il faut saisir ce genre d'occasion-là, ça me paraît important. Et puis d'un côté, d'un point de vue plus personnel, ça permet aussi de sortir des demandes pédagogiques de l'année et d'avoir peut-être un espace de souffle, même si ça reste du travail, de le prendre vraiment comme quelque chose de très créatif pour essayer de compléter ce que vous pouvez faire dans vos quotidiens. Voilà les raisons pour moi qui sont assez évidentes de participer à un concours comme ça. Après, il y avait aussi les conseils, je crois, à donner, mais ta présentation était bien. Je pense qu'il faut faire des visuels impactants et simples. Ça sert à rien de vous engager dans des 3D de folie avec des incrustations dans des espaces. À mon avis, c'est pas ça qu'on va regarder. Par contre, des dessins à la main ou des 3D précises, ça va être assez important. On parlait tout à l'heure, c'est peut-être un détail, mais je le dis quand même, de l'épaisseur notamment des pièces. Ça peut être un conseil que j'ai à donner. De l'intégrer dès maintenant à vos réflexions et surtout de le faire apparaître dans les dossiers pour qu'il n'y ait pas de méprise justement sur une 3D qui serait peut-être un peu fausse parce que c'est très difficile aussi, je le sais, de faire des rendus de produits verriers sur vos logiciels. Donc si la 3D est un peu approximative, n'hésitez pas à compléter par des plans à la main qui indiquent les épaisseurs que vous imaginez et les vraies dimensions que vous imaginez pour éviter que ça porte à confusion, quoi. Et tu as répondu aux dernières questions. Donc, il y a Fabien Ligny qui commence à écrire une petite question. Ah. En tout cas, c'est super intéressant. Et en attendant d'avoir la question de Fabien, à titre perso, justement, des concours, toi, qu'est-ce que tu en as tiré Ça a coupé le début de la question. Tu as dit à titre perso quoi? À titre perso, justement, les concours auxquels tu as participé, ils t'ont apporté des choses, mais vraiment aussi à titre personnel, qu'est-ce que, au-delà du côté professionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as tiré de ces expériences? C'est ce que je disais avant. Je pense que il faut le voir comme un souffle là dans le trimestre qui arrive et moi c'était juste des moments aussi de plaisir de se dire c'est ma décision que de participer à ce concours et du coup je m'empare complètement du projet sans contrainte de notation derrière ou ce genre de choses. Donc à titre personnel, il faut que ce soit, oui, c'est ça, faut que vous y preniez du plaisir et que ce soit que ce soit un minimum passionnant pour vous d'y participer. De toute façon, ça va se ressentir dans les dossiers, quoi. Donc voilà, je pense que c'est. Je pense qu'on aura tous les deux des éléments de réponse par rapport à l'épaisseur du verre, mais la plus importante, de toute façon, c'est le poids de la pièce et du coup son impact environnemental au niveau déjà de la quantité de verre qui est sollicitée et puis du transport derrière des pièces, quoi. Après, les épaisseurs exactes, là, je laisse Maud répondre si tu as des choses à conseiller. Alors, justement, il y a des épaisseurs mini.
Parce qu'après, c'est ce qu'on appelle, si on est inférieur à ces épaisseurs-là, on appelle ça des minces, et c'est-à-dire que c'est des fragilisants. Donc, quand ça va pas se finir, ça va aller, justement, les bouteilles vont casser. Alors, je ne les ai plus en tête, et ça va dépendre des points de contact, en fait, des bouteilles. Donc, il y a tout ce raisonnement-là. Il y a des éléments justement dans la boîte à outils là-dessus. Au niveau et justement sur les poids moyens des bouteilles, il y a ce qu'on appelle un coefficient alpha qui permet de calculer justement qui est un coefficient qui est utilisé par les verriers. Alors, je ne sais pas si Lucie, tu connais ce coefficient. Pas du tout. Qui est en fait un coefficient utilisé pour. Alors c'est rigolo parce que ça on se recoupe avec notre projet, mais en fait, qui est utilisé au moment de la conception, justement, pour voir si votre produit est relativement bien conçu en termes de rapport poids et contenance. Donc, c'est un rapport, c'est basique, c'est une formule mathématique du poids sur volume avec un coef par 8, par 0,8, pardon. Et en fait, ça permet, en fonction de ce coef obtenu, de savoir si votre bouteille est plutôt éco-conçue. Donc, une bouteille, on va dire, de verre et en dessous de 10, on sait que ça veut dire qu'on est très, très, très limite en termes de verre. C'est-à-dire que là, on ne peut pas aller en deçà, ou sinon, il faut retirer, en tout cas, de la contenance. Et au-dessus, par exemple, de 15 ou de 17 ou de 18, ça permet de segmenter, de savoir si votre bouteille est plus ou moins lourde pour un marché. Au-dessus de 20, ce coef, on sait que c'est une bouteille qui est dite lourde et qui peut être éco-conçu. On va dire que un coef alpha moyen pour une bouteille de vin, parce que c'est un peu notre expertise, on va être plutôt autour de 15 en termes de coefficient. Donc, essayez de faire un peu votre formule, vous, étudiants, en estimant. Alors, c'est vrai que je ne sais pas comment vos logiciels sont. Je ne suis pas sûre qu'ils puissent, en fonction du poids, vous pouvez estimer le poids d'une bouteille, mais il y a un poids moyen. Aujourd'hui, une bouteille de vin, en gros, il faut compter les 400 grammes de poids de verre final pour une bouteille de vin correcte. Voilà. N'hésitez pas d'aller voir sur les catalogues. Vous voyez un peu l'étendue des gammes. Et effectivement, vous allez voir les gammes et en termes de segmentation de gamme, les plus légères sont en général les entrées de gamme et les plus lourdes sont en général les hauts de gamme. Mais aujourd'hui, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est faire de l'éco-valorisation. Donc, c'est justement toute notre gamme Ecova. C'est de garder la valeur perçue esthétique, la valeur marketing du produit, tout en optimisant son poids. Et donc, c'est là où on fait l'éco-conception. Et aussi, à partir du moment aussi où vous réduisez certaines données même de diamètre ou autre sur votre bouteille, ça vous permettra de mettre aussi plus de bouteilles en palette. Ayez en tête que les palettes, de toute façon, c'est standardisé. Donc, un certain nombre de bouteilles sur la palette, on peut mettre 6 à 7 couches. Et en fonction de ça, si on arrive à mettre une couche supplémentaire, on sait qu'un lit, ça va être j'ai plus en tête les chiffres, parce que ça fait longtemps que je suis plus sur ce système-là, mais c'est-à-dire qu'on peut rajouter 200 bouteilles, et sachant que dans un camion, on met 35 palettes, donc ça veut dire une couche, ça fait tant de bouteilles, pareil, on a réussi à optimiser son transport et donc ses émissions de gaz CO2 dans le cycle de vie du bouteille. Parce que ça, c'est très important. En fait, c'est vrai que le verre, donc nous, verriers et Lucille, c'est pareil, on sait, nous, que le verre, ça reste le matériau de demain, qu'il est 100% recyclable à l'infini, que c'est une matière 100% naturelle et qu'on veut utiliser un maximum de verre recyclé dedans. Mais nos détracteurs nous disent « Oui, mais vous êtes lourd. Vous polluez pour fabriquer. Donc, vous êtes lourd, donc à transporter, vous polluez. » Donc, tout ça, c'est des choses qu'on sait. Ce sont nos contraintes. Mais si on prend le cycle de vie du produit, et c'est là tout est important dans le cycle de vie et de la circularité de la vie du verre. Donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé lors de ce webinaire parce que c'était pas forcément l'objet, mais j'en parle un peu plus dans des webinaires un peu plus longs. Et très importante parce qu'il faut bien prendre tous ces éléments-là dans la conception. Et c'est pour ça que nous, nos usines en France sont implantées proches de nos clients pour réduire au maximum le temps de transport. On essaye de travailler également avec nos clients sur des systèmes où on va travailler sur la palettisation. On va travailler avec eux aussi sur les passages sur ligne
et de comment les aider dans leur démarche également RSE, de comment améliorer. Donc c'est vrai qu'on se fait de nous taper sur les doigts en tant que verrier en disant vous êtes des gros pollueurs. Oui, mais si on regarde le cycle de vie du verre en termes de, si on prend les ressources également, le plastique, on va prendre une matière première qui est épuisable. Le verre, c'est une matière première qui est inépuisable. Déjà rien que ça en termes de source de matière première initiale. Bon, je me suis un peu partie dans le sujet, mais voilà. Donc, en fait, en gros, le sujet est vaste, mais il faut bien avoir l'éco-conception et vraiment avoir tout le cycle de vie du produit en tête dans votre design. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est derrière son ordinateur, mais sans pour autant brider son côté un peu créatif aussi, mais de l'avoir en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes avant 14 heures. Bon, peut-être, Lucie, si tu veux faire une dernière conclusion, un dernier mot. Non, mais pour moi, c'est bon. Juste vous dire bon courage, travaillez bien. Voilà, essayez de peut-être regarder à nouveau la présentation de Maud là, quand elle sera en ligne. N'hésitez pas à démarrer votre travail par une reprise peut-être de l'histoire de Veralia, de bien réétudier tout ce que Maud a indiqué sur les différents verres, les différents types de bouteilles, etc. avant de vous lancer à fond sur une idée. Comme ça vous permettra de poser un peu les choses avant de démarrer la partie créative. Ça, c'est toujours bien de refaire ça dans un premier temps. Voilà. Super, merci en tout cas Lucille de ta participation aujourd'hui avec nous. Merci à toi, avec plaisir. Merci à tous pour votre participation. Si jamais vous avez d'autres questions à poser à Lucille en dehors de ce webinaire, nous sommes tout le temps en contact. Donc, et vous savez qu'il y a la boîte mail, là, le contact sur la boîte du site internet me revient. Donc, j'y réponds. Donc, je ne manquerai pas de lui poser d'autres questions à d'autres moments, parce que nous aurons d'autres occasions de nous recroiser. Donc s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête après ce webinaire, n'hésitez pas. Ouais. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite effectivement, comme vous l'a dit Lucille, bon courage et bonne chance pour vos projets. Et puis, on a hâte de voir un peu les premiers croquis, là. Ça y est, la pression monte. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.